Beaucoup de personnes passent des années à essayer de se sentir mieux. Elles ont recours à tout, livres, conseils, changements de routine. Elles tentent de contrôler l'anxiété, elles essaient par tous les moyens de trouver plus de clarté et plus de paix. Mais malgré cela, de nombreux jours, elles ressentent un esprit lourd, un cœur agité, et cette impression persistante d'être toujours en train de lutter contre quelque chose. Et cela ne se produit pas parce que tu es faible, ni parce que tu manques d'intelligence. Cela arrive parce que presque personne ne t'a enseigné quelque chose d'essentiel. La stabilité ne commence pas à l'extérieur. Elle commence dans la manière dont tu entraînes ton esprit. C'est exactement ce que les stoïciens ont compris il y a plus de 2000 ans. Épictète enseignait la liberté intérieure alors même qu'il était esclave. Marc Aurèle gouvernait un empire, et pourtant, il écrivait chaque jour pour remettre de l'ordre dans son esprit. Sénèque a côtoyé les personnes les plus puissantes de son époque, affronté l'arrogance et la tyrannie, et malgré tout, il a recherché la sérénité. Ce qui unissait ces hommes, ce n'était pas une vie facile. C'était un esprit entraîné. Et c'est exactement ce que tu vas trouver ici. Non pas des théories abstraites ni des promesses vides, mais 10 habitudes stoïciennes capables de transformer ta manière de penser, de réagir et d'affronter la vie. Des habitudes qui t'aident à cesser de gaspiller ton énergie sur ce que tu ne contrôles pas, à retrouver de la clarté au milieu du chaos, à agir avec plus de fermeté, à mieux supporter la douleur et à vivre avec plus de présence et de direction. Si tu pratiques ce que tu vas entendre ici avec constance, quelque chose commence à changer. D'abord dans ta manière de penser, ensuite dans ta manière d'agir, et peu à peu, dans la direction même de ta vie. Reste jusqu'à la fin, car ces habitudes ne sont pas là seulement pour t'inspirer pendant quelques minutes. Elles peuvent commencer à réorganiser ton esprit. Et lorsque l'esprit change, la vie commence à changer avec lui. Numéro 1, cesse de livrer des batailles qui n'ont jamais été sous ton contrôle. Épictète commençait ses enseignements par une idée qui paraît simple, mais qui peut prendre toute une vie à comprendre réellement. Il disait, certaines choses dépendent de nous, et d'autres non. Dépendent de toi tes opinions, tes décisions, tes impulsions et tes désirs. En revanche, ton corps, ta réputation, ton statut social, ta richesse, ainsi que le comportement des autres, ne dépendent souvent pas de toi. Cette distinction semble minime. Pourtant, lorsque tu observes ta propre vie avec honnêteté, tu remarques quelque chose d'inconfortable. Une grande partie de la souffrance humaine naît précisément de la confusion entre ces deux catégories. Nous dépensons notre énergie à essayer de contrôler ce qui n'a jamais été entre nos mains. Combien de fois perds-tu du temps à imaginer ce que les autres pensent de toi? Combien de fois ton humeur change-t-elle à cause d'un message qui n'arrive pas, d'une attitude que tu aimerais différente, ou de quelque chose qu'une autre personne a fait, ou n'a pas fait? Sans t'en rendre compte, tu entres en guerre contre des choses qui n'obéissent pas à ta volonté. Tu essaies de contrôler la circulation. Tu essaies de contrôler le passé. Tu essaies de contrôler les décisions des autres. Tu essaies même de contrôler des scénarios qui n'existent que dans ton imagination. Pendant ce temps, la seule chose qui pourrait réellement transformer ton expérience de vie, ta manière de penser, de réagir et de décider, est laissée de côté. C'est pour cela que tant de personnes vivent émotionnellement épuisées. Non pas parce que la vie est toujours insupportable, mais parce qu'elles livrent des batailles qu'elles ne peuvent jamais gagner. Les stoïciens ont compris cela il y a plus de 2000 ans. Ils ont compris que la liberté intérieure commence lorsque tu cesses d'essayer de gouverner l'incontrôlable. Et c'est là le premier habitus qui change tout. Avant de réagir, avant de t'inquiéter, avant de laisser quelque chose envahir ton esprit, pose-toi une question simple, est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est oui, alors agis. Assume ta responsabilité et fais ce qui est en ton pouvoir, avec clarté et courage. Mais si la réponse est non, alors lâche prise. Non pas avec une indifférence amère, mais avec intelligence. Car dépenser de l'énergie à vouloir contrôler l'incontrôlable, c'est comme essayer d'arrêter la pluie avec ses mains, tu finis seulement épuisé, sans que rien ne change. Lorsque tu comprends cela profondément, quelque chose change immédiatement. Ton énergie cesse de se disperser dans 1000 directions et revient là où elle produit réellement des résultats, dans tes décisions, dans tes attitudes, dans ta manière de faire face à la vie. Ce n'est pas de la passivité. C'est de la précision. C'est arrêter de tirer des flèches dans l'obscurité et commencer à viser exactement là où il y a une cible. Essaie de pratiquer cela pendant quelques jours. Observe tes inquiétudes, tes réactions, les pensées qui occupent ton esprit. Tu remarqueras probablement quelque chose de surprenant, une grande partie de l'attention que tu portes vient de choses qui n'ont jamais dépendu de toi. Et lorsque cette distinction devient claire, le changement est immédiat. Ton esprit devient plus léger, tes décisions deviennent plus fermes, et ton énergie revient là où elle aurait toujours dû être, entre tes mains. Car au moment où tu apprends à distinguer ce qui dépend de toi, tu récupères quelque chose que beaucoup ont perdu sans même s'en rendre compte, le pouvoir de diriger ta propre vie. Numéro 2, pratique la visualisation négative. À première vue, cette idée peut sembler étrange.
Pendant des années, on nous a appris que penser à la perte était quelque chose de négatif, comme si observer la fragilité de la vie était dangereux. Mais les stoïciens ont compris quelque chose de profondément humain. Cet exercice est connu sous le nom de visualisation négative. Et malgré ce que son nom peut laisser croire, il n'existe pas pour générer de la peur, mais pour éveiller la conscience. L'idée est simple, de temps en temps, arrête-toi un instant et imagine que quelque chose qui fait aujourd'hui partie de ta vie pourrait ne plus être là. Pas de manière dramatique ni obsessionnelle, mais comme un moment de lucidité. Pense que la personne que tu aimes pourrait un jour ne plus être à tes côtés. Que le travail qui te semble stable aujourd'hui peut prendre fin. Que la santé qui te permet de marcher, de respirer et de bouger peut changer. Cela ne sert pas à créer de l'angoisse. Cela sert à te réveiller. Car l'être humain s'habitue beaucoup trop vite à ce qui devrait rester extraordinaire. Nous nous adaptons à tout. Quelque chose d'important arrive, tu obtiens ce que tu voulais, et peu de temps après, ce qui semblait être une bénédiction devient simplement le décor. La maison qui était autrefois un rêve devient juste une maison. La relation qui semblait miraculeuse devient une routine. La santé, qui soutient chacun de tes jours, disparaît de ton attention. Et lorsqu'un cadeau commence à être traité comme une évidence, l'esprit commence à s'appauvrir. Sénèque a laissé une réflexion puissante à ce sujet. Beaucoup des choses qui font aujourd'hui partie de ta vie ont, à un moment donné, été un objet de désir ou même de prière. Il y a eu un temps où tu voulais exactement ce que tu considères aujourd'hui comme normal. Arrête-toi un instant et réfléchis honnêtement, combien de choses qui te paraissent aujourd'hui ordinaires ont autrefois été profondément désirées? Cette question change ta manière de voir le présent. Car lorsque tu imagines la perte, tu retrouves la valeur que la routine avait effacée. Lorsque tu te rappelles que cette personne pourrait ne pas être là pour toujours, tu écoutes avec plus d'attention. Lorsque tu te souviens que ta santé n'est pas éternelle, chaque pas prend de l'importance. Quand tu comprends que rien n'est garanti, même ce qui semblait insignifiant retrouve sa valeur. Ce n'est pas du pessimisme. C'est de la présence. Les stoïciens savaient que celui qui vit comme si tout était permanent finit par vivre distrait. Mais celui qui se rappelle de l'impermanence commence à vivre éveillé. C'est pourquoi ils pratiquaient cet exercice comme un entraînement de la conscience. Chaque matin, pense à 3 choses qui font partie de ta vie aujourd'hui et qui pourraient, un jour, disparaître. Ne le fais pas avec peur, mais avec respect. Regarde ces choses pour ce qu'elles sont réellement, des cadeaux. Lorsque tu apprends à voir la valeur de ce que tu possèdes déjà, la plainte perd de sa force, la gratitude réapparaît, et la vie qui semblait ordinaire commence à révéler la richesse qui a toujours été là. C'est le véritable but de la visualisation négative. Non pas t'apprendre à craindre la perte, mais à apprécier profondément ce que tu tiens déjà entre tes mains. Et lorsque tu commences à vivre ainsi, tu cesses de repousser la gratitude. Tu découvres qu'il existe déjà beaucoup de raisons de vivre pleinement, dès aujourd'hui. Numéro 3, n'agis pas selon tes émotions. Laisse la vertu te guider. Aujourd'hui, une idée revient sans cesse, suis tes émotions. Si tu n'es pas motivé, attends. Si tu n'en as pas envie, reporte. Si tu n'es pas inspiré, remets cela à plus tard. Cela paraît raisonnable, car nous savons tous à quel point il est difficile d'agir lorsque la journée commence lourdement ou lorsque l'esprit est fatigué. Mais il y a un problème silencieux dans cette logique. Si tu n'agis que lorsque tu te sens bien, ta vie devient dépendante de quelque chose qui change en permanence, ton état émotionnel. Un jour, tu te réveilles plein d'énergie, confiant. Tu commences des projets, tu fais des plans. Le lendemain, tu te réveilles sans motivation, tu doutes de tout, et tu abandonnes ce que tu avais commencé. Vois-tu ce qui se passe? Ta direction change au rythme de ton humeur. C'est précisément à ce point que les stoïciens proposaient une idée beaucoup plus solide. Pour eux, le but de la vie n'était pas de rechercher le confort émotionnel, mais de vivre en accord avec la vertu. Et la vertu, pour les stoïciens, n'était pas une idée abstraite. C'était un ensemble clair de principes qui orientaient les actions. Ou la sagesse, pour voir la réalité telle qu'elle est, ou la justice, pour agir correctement avec les autres, ou le courage, pour faire ce qui doit être fait même en présence de la peur. La tempérance, pour ne pas devenir esclave de ses impulsions. Ces principes fonctionnent comme une boussole. Car lorsque tu sais qui tu as décidé d'être, tu n'as plus besoin d'attendre d'en avoir envie pour agir. Pense à quelque chose de simple. Imagine que tu as décidé de mieux prendre soin de ta santé. Si tu dépends de ton humeur, tu ne t'entraîneras que les jours où tu te sens motivé. Mais si tu t'appuies sur la valeur que tu as choisi d'incarner, la discipline, le respect de toi-même, tu agiras même lorsque l'envie n'est pas là. C'est ici que tout commence à changer. La plupart des gens cherchent d'abord à se sentir bien pour ensuite agir. Mais ceux qui évoluent réellement font l'inverse, ils agissent correctement d'abord, et laissent leur état émotionnel s'ajuster ensuite. Marc Aurèle a écrit quelque chose de puissant dans son journal. Lorsque tu te lèves le matin, rappelle-toi que tu as un travail à accomplir en tant qu'être humain. Observe la force de cette idée. Il n'a pas écrit « Attends de te sentir motivé ».
Il a écrit « Lève-toi et fais ce qui est juste ». Marc Aurèle gouvernait l'Empire romain. Il faisait face à des guerres, des crises politiques et des épidémies. Et malgré cela, il se rappelait une chose simple, accomplir ton devoir ne dépend pas de ton humeur. Cette idée change complètement ta manière de vivre. Lorsque tes actions dépendent de ton état émotionnel, tu es ballotté dans tous les sens par ta propre biologie. Mais lorsque tes actions sont guidées par des valeurs, quelque chose se stabilise. Tu commences à agir avec constance, et tu découvres quelque chose de libérateur, tu n'as pas besoin de te sentir parfait pour agir correctement. Tu as simplement besoin de décider qui tu veux être. Peut-être est-ce l'une des questions les plus puissantes que tu puisses te poser chaque matin. Comment veux-tu agir aujourd'hui, indépendamment de ce que tu ressens? Lorsque cette question guide tes décisions, tu cesses de vivre en réaction à tes émotions, et tu commences à vivre en accord avec tes convictions. C'est à ce moment-là qu'une forme de liberté silencieuse apparaît. La liberté d'agir correctement, même lorsque la journée est difficile. La liberté de continuer, même lorsque la motivation disparaît. Et peu à peu, tu réalises quelque chose que peu de personnes comprennent vraiment. La discipline ne naît pas de la motivation, elle naît de l'identité. Lorsque tu choisis de vivre avec sagesse, justice, courage et tempérance, tes actions cessent d'être le reflet de ton humeur. Elles deviennent le reflet de ton caractère. Et lorsque cela se produit, ta vie gagne quelque chose que presque rien ne peut ébranler, une direction. Numéro 4, pense à la mort. Parmi toutes les pratiques stoïciennes, celle-ci est sans doute celle qui provoque le plus d'inconfort. Penser à la mort semble lourd, quelque chose que l'on devrait éviter. Mais ce n'est pas le cas. Les stoïciens ne voyaient pas la mort comme quelque chose de sombre, mais comme un outil de lucidité. Memento mori signifie simplement, souviens-toi que tu vas mourir. Non pas comme une menace, ni comme une source de peur, mais comme un rappel puissant que le temps qui t'est donné est limité et précisément pour cela, précieux. Lorsque cette vérité pénètre réellement ta conscience, tes priorités commencent rapidement à se réorganiser. La discussion banale qui semblait importante perd de son poids. Le ressentiment que tu portais commence à apparaître comme un fardeau inutile. Car lorsque tu comprends que le temps est fini, tu vois plus clairement ce qui mérite réellement ton énergie. Marc Aurèle écrivait souvent sur la mort dans ses pensées, non pas pour s'attrister, mais pour garder l'esprit lucide. Il se rappelait que même les empereurs, les généraux et les figures puissantes du passé ont tous connu la même fin, la poussière et l'oubli. Et il se posait alors une question directe. Si même eux ont disparu, qu'est-ce qui justifie de gaspiller autant de temps avec des choses insignifiantes? Cette réflexion a un effet profondément libérateur. Lorsque tu acceptes que ton temps est limité, tu cesses de vivre comme si tu avais une éternité devant toi. Tu arrêtes de repousser les conversations importantes. Tu n'attends plus un moment parfait qui n'arrivera peut-être jamais. Tu trouves le courage de dire ce qui doit être dit, de montrer ce que tu ressens, et d'agir dans la direction de la vie que tu veux réellement vivre. Et peut-être le plus important, tu apprends à mieux protéger ton temps. Car lorsque tu comprends que ton existence est limitée, passer des heures prisonnier de rancune, de préoccupations vides ou de comparaisons inutiles commence à sembler beaucoup trop coûteux. Cette habitus est simple à pratiquer. Une fois par jour, pendant quelques minutes, rappelle-toi que tu es mortel. Rappelle-toi que ce jour, cette conversation, cette opportunité devant toi ne sont pas infinies. Ne fais pas cela pour te paralyser, mais pour te réveiller. Car lorsque tu comprends profondément que le temps est limité, tu commences à vivre de manière plus consciente et intentionnelle. Tu choisis mieux où placer ton énergie. Tu accordes plus de valeur aux personnes qui comptent vraiment. Tu agis davantage et tu reportes moins. C'est exactement le changement que les stoïciens cherchaient à provoquer. Penser à la mort ne diminue pas la vie. Penser à la mort remet la vie à sa juste place. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir, et précisément pour cela, décide de vivre d'une manière qui rende ton temps digne d'être vécu. Numéro 5. Contrôle ton jugement, pas les faits. Épictète a laissé une idée qui transforme complètement la manière de voir la vie. Il écrivait, « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les opinions que nous formons à leur sujet. » Réfléchis à deux personnes qui perdent leur emploi le même jour. L'une passe des mois enfermée dans un sentiment d'échec. Elle commence à croire qu'elle a perdu de sa valeur et que sa vie a perdu toute direction. L'autre ressent aussi le choc, bien sûr. Mais après quelques jours, elle commence à se demander, « Que puis-je construire à partir de cela ?» Le fait est le même. La différence réside dans l'interprétation. Il en va de même pour les critiques. Certaines personnes passent des jours à ressasser chaque mot, à imaginer des jugements et à créer des histoires dans leur propre esprit. D'autres écoutent, prennent ce qui peut leur servir de leçon, et laissent le reste suivre son chemin. Les mots sont les mêmes. Mais le poids qu'ils prennent est différent. Les stoïciens ont compris quelque chose de décisif à propos de l'esprit. Entre ce qui se produit et ta réaction, il existe un espace. Et c'est dans cet espace que réside ta liberté. Lorsque tu ne perçois pas cet intervalle, tu réagis automatiquement.
La moindre frustration devient une révolte. La moindre critique devient une offense. Le moindre retard semble être une catastrophe. Mais lorsque tu apprends à reconnaître cet espace, tu cesses de réagir par impulsion et tu commences à répondre avec conscience. Cela ne signifie pas nier la douleur. Les déceptions existent, les frustrations existent. Ce qui change, c'est le sens que tu leur donnes. C'est pourquoi cette habitude est simple, créer une pause avant de réagir. Quand quelque chose t'affecte émotionnellement, pose-toi une question directe. Est-ce que je vois cette situation avec clarté, ou suis-je en train d'amplifier le problème dans mon esprit? Une autre question puissante, comment une personne sage verrait-elle cela? Ces questions paraissent simples, mais elles peuvent changer complètement la direction de ton esprit. Viktor Frankl a exprimé cette idée avec une clarté remarquable, entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. Et dans cette réponse réside notre croissance et notre liberté. Il a découvert cela dans des conditions extrêmes. On lui a presque tout enlevé, son foyer, sa famille, sa sécurité. Mais il restait quelque chose que personne ne pouvait lui retirer, la liberté de choisir son attitude face à ce qu'il vivait. Cette idée redonne quelque chose que beaucoup pensent avoir perdu, le contrôle intérieur. Peut-être ne peux-tu pas contrôler tout ce qui se passe dans ta vie. Les problèmes surgissent, les gens déçoivent, les plans changent. Mais tu peux toujours décider comment interpréter ce qui arrive. Lorsque tu apprends à contrôler ton jugement, les petits problèmes cessent de dominer tes journées. Les critiques cessent de définir qui tu es. Les obstacles cessent de paraître comme la fin de l'histoire. Tu commences à regarder chaque situation avec plus de clarté et de maturité. Et tu découvres alors quelque chose de profondément libérateur. La paix ne naît pas du contrôle du monde. Elle naît de la capacité à gouverner ton propre esprit. C'est cela, le véritable entraînement stoïcien. Il ne s'agit pas d'éviter les difficultés, mais de ne pas leur abandonner ton esprit. Et au moment où tu comprends cela, quelque chose change profondément. Tu cesses d'être quelqu'un qui subit la vie, et tu deviens quelqu'un qui choisit comment vivre chaque situation. Numéro 6, vis le présent. Seul le temps nous appartient. Rien d'autre n'est véritablement à nous. Nous ne contrôlons pas ce qui est déjà passé, et nous ne contrôlons pas non plus tout ce qui est encore à venir. Le seul territoire où la vie se déroule réellement, c'est cet instant, juste devant toi. Et pourtant, la plupart des gens vivent loin de cet instant. Une partie de l'esprit reste prisonnière du passé, rejoignant ce qui a déjà eu lieu. L'autre partie vit dans le futur, anticipant des problèmes, essayant de prévoir des scénarios, imaginant tout ce qui pourrait mal tourner. Pendant ce temps, quelque chose d'essentiel se perd, le seul moment réel de la vie passe sans que tu y sois vraiment présent. Réfléchis à la fréquence à laquelle cela se produit. Quand l'esprit vit dans le passé, il nourrit le regret. Quand il vit dans le futur, il nourrit l'anxiété. Et lorsqu'il passe trop de temps dans ces deux endroits, la vie commence à sembler lourde et difficile. Les stoïciens ont compris cela il y a plus de 2000 ans et ont abordé le présent d'une manière très directe. Pour eux, ce n'était pas une idée abstraite, mais une évidence logique. Si le passé est terminé et que tu ne peux plus le changer, souffrir à cause de lui revient à continuer une bataille déjà finie. Si le futur n'est pas encore arrivé, et qu'il ne se déroulera peut-être même pas comme tu l'imagines, souffrir pour lui revient à payer à l'avance des problèmes qui n'existeront peut-être jamais. Marc Aurèle écrivait dans son journal une phrase courte, presque comme un ordre, limite-toi au présent. Ce n'était pas une invitation à la passivité, mais un rappel de pouvoir. Car c'est uniquement dans le présent que tu peux agir. C'est uniquement dans le présent que tu peux choisir. C'est uniquement dans le présent que tu peux changer quelque chose. Le passé peut t'enseigner. Le futur peut t'orienter. Mais seul le présent transforme. Lorsque tu remarques que ton esprit est prisonnier de ce qui est déjà passé, ou perdu dans ce qui n'est pas encore arrivé, fais une pause et pose-toi une question simple. Mon esprit est-il dans le passé ou dans le futur? Cette simple prise de conscience te ramène déjà ici. Tu n'as pas besoin de te juger, ni de lutter contre tes pensées. Il suffit de reconnaître, puis de revenir. L'esprit humain est agité. Sans entraînement, il saute d'un souvenir à un autre, d'une inquiétude à une autre. Cultiver la présence, c'est apprendre à le ramener, encore et encore, vers le seul moment qui existe réellement. Et lorsque tu commences à faire cela, quelque chose change. Tes conversations deviennent plus authentiques, parce que tu écoutes vraiment. Tes décisions deviennent plus claires, parce que ton esprit n'est plus divisé entre 1000 scénarios. Et même les petites expériences de la vie retrouvent leur valeur, parce que tu es réellement présent pour les vivre. La plupart des gens passent leur vie dispersée entre hier et demain. Mais la vie ne se déroule jamais dans ces endroits. Elle se déroule maintenant. Et lorsque tu es vraiment présent, tu cesses d'essayer de tout contrôler, et tu commences simplement à vivre. Vivre pleinement le présent est peut-être l'une des manières les plus profondes de reprendre possession de ta propre vie. Numéro 7, le journal comme miroir de l'âme.
Marc Aurèle a écrit l'un des textes les plus célèbres de la philosophie stoïcienne, ce que nous appelons aujourd'hui penser pour moi-même, méditation. Mais il y a un détail que beaucoup oublient, ce livre n'a jamais été écrit pour le public. C'était simplement le journal d'un homme qui cherchait à gouverner son propre esprit. Dans ces pages, l'empereur le plus puissant de Rome se parlait à lui-même avec une honnêteté brutale. Il se rappelait ses valeurs, se corrigeait lorsqu'il s'en éloignait, et assumait la responsabilité de ses propres attitudes. Ce n'était pas un registre d'événements. C'était un instrument de clarté. Voilà le véritable sens du journal stoïcien, non pas noter ce qui s'est passé, mais examiner qui tu es en train de devenir. Les stoïciens utilisaient cette pratique de deux manières simples, la préparation le matin et la révision le soir. Le matin, ils écrivaient sur le type de journée qu'ils voulaient vivre. Ils réfléchissaient aux défis possibles, aux personnes difficiles qu'ils pourraient rencontrer, et décidaient à l'avance de l'attitude qu'ils adopteraient. Lorsque tu anticipes les difficultés, tu ne réagis plus par impulsion. Tu réponds avec conscience. Le soir venait le moment de la révision. Non pas pour se juger ou se blâmer, mais pour apprendre. Des questions simples guidaient cet examen. Ai-je agi aujourd'hui en accord avec mes valeurs? À quel moment ai-je perdu mon calme? Ai-je dit quelque chose d'inutile? Ai-je consacré du temps à ce qui compte vraiment? Sénèque décrivait cette pratique avec clarté. À la fin de la journée, il examinait son esprit comme un juge calme, se demandant s'il avait progressé non pas en richesse ou en statut, mais en sagesse et en caractère. C'est là le cœur de la connaissance de soi. Tant que tu ne te regardes pas avec honnêteté, tu continues à répéter les mêmes comportements sans t'en rendre compte. Le journal crée un effet puissant, il transforme des pensées vagues en quelque chose de visible. Ce qui semblait flou dans ton esprit, une fois posé sur le papier, devient clair. Tu commences à remarquer des schémas, des excuses que tu répétais sans y penser, des habitudes qui passaient inaperçues. Écrire ne change pas ta vie comme par magie. Mais cela t'oblige à t'observer. Et celui qui apprend à s'observer commence inévitablement à se transformer. Et c'est une expérience simple. Pendant 30 jours, réserve 5 minutes le matin et 5 minutes le soir. Le matin, écris 2 ou 3 lignes sur la personne que tu veux être ce jour-là. Quelle attitude veux-tu adopter? Quelle valeur veux-tu honorer? Le soir, observe ta journée et pose-toi honnêtement cette question. Ai-je vécu conformément à ce que j'avais décidé? Tu n'as pas besoin d'écrire de manière élégante. Écris de façon directe et sincère. Car le journal stoïcien n'est pas de la littérature. C'est un miroir. La plupart des gens passent des années à essayer de changer leurs habitudes sans comprendre une vérité simple. On ne transforme pas ce que l'on n'observe pas. Mais lorsque tu commences à t'observer avec honnêteté, le changement cesse d'être un accident. Il devient une décision. Et cette décision commence de la manière la plus simple qui soit, une page blanche, 5 minutes de courage, et la volonté d'être enfin honnête avec toi-même. Numéro 8, choisis ton environnement avec sagesse. Sénèque était très clair sur un point que beaucoup de personnes sous-estiment encore aujourd'hui, les personnes qui t'entourent façonnent la personne que tu deviens. Que tu t'en rendes compte ou non, une partie de ce que tu penses, crois et fais naît de l'environnement dans lequel tu évolues. Sénèque le résumait simplement, la fréquentation façonne le caractère. Nous sommes des êtres profondément sociaux. Le cerveau humain possède ce que l'on appelle des neurones miroirs, un système qui nous pousse à reproduire les comportements que nous observons fréquemment. Cela signifie que, bien souvent sans t'en apercevoir, tu commences à copier les schémas des personnes autour de toi, leur niveau d'ambition, leur manière de faire face aux problèmes, la façon dont elles traitent les autres, et même la manière dont elles perçoivent leur propre vie. Ce qui est frappant, c'est que cela se produit presque inconsciemment. Lorsque tu passes suffisamment de temps dans un environnement, ton esprit commence à s'ajuster à son modèle. C'est pourquoi les stoïciens faisaient très attention aux compagnies qu'ils choisissaient. Ils savaient que l'environnement est l'une des forces les plus puissantes dans la formation du caractère. Pose-toi une question simple. Lorsque tu passes du temps avec les personnes qui t'entourent, qu'est-ce qui grandit en toi? Le désir de progresser, ou le désir d'abandonner? Parlez-vous d'idées, de projets, de possibilités? Ou passez-vous des heures à répéter des plaintes, à juger les autres et à renforcer l'idée que rien n'en vaut la peine? Cette différence peut sembler subtile, mais elle peut changer complètement le cours d'une vie. Imagine une personne qui passe ses journées entourée d'individus qui parlent de responsabilité, de discipline et de construction. Maintenant, imagine quelqu'un qui vit entouré de personnes qui ne parlent que de problèmes, de frustration et de fatalisme. Avec le temps, ces deux personnes finissent par voir le monde de manière totalement différente. Car l'environnement crée quelque chose d'invisible mais de puissant, un climat émotionnel. Et tu respires ce climat chaque jour. Le principe stoïcien ne consiste pas à éliminer toutes les personnes imparfaites, ce serait impossible. Le véritable principe est l'intentionnalité. Cela signifie choisir consciemment où tu investis ton temps, ton attention et ton énergie. Te rapprocher de personnes qui t'encouragent à grandir et qui révèlent le meilleur en toi. Et, en même temps,
Apprendre à protéger ton esprit des environnements qui te tirent vers le bas. Marc Aurèle se rappelait une idée essentielle, l'âme se colore de la teinte de ses pensées. Mais il y a un détail important, ton environnement influence directement ses pensées. Si tu passes la majorité de ton temps dans des lieux dominés par la plainte, la peur et la médiocrité, ton esprit finit par absorber cette atmosphère. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es humain. Sénèque mettait aussi en garde contre cela. Il observait qu'après avoir passé trop de temps dans des environnements dominés par les excès et les vices, il devenait lui-même plus vulnérable à ces mêmes faiblesses. Non pas parce que ses valeurs avaient changé, mais parce que l'environnement est contagieux. C'est pourquoi tu dois choisir avec soin où tu te places. Cela ne signifie pas t'isoler du monde. Cela signifie ne pas laisser n'importe quel environnement décider de la personne que tu es en train de devenir. Parfois, le changement le plus puissant ne vient pas de la volonté, mais de la position. Quitter un environnement qui t'affaiblit et te rapprocher d'un environnement qui renforce la personne que tu veux être. Passe plus de temps avec ceux qui t'inspirent. Apprends de ceux qui ont déjà parcouru le chemin que tu souhaites suivre. Et protège ton esprit des milieux qui épuisent ton énergie. Car au fond, la question décisive n'est pas seulement « qui veux-tu devenir ?» La véritable question est « l'environnement dans lequel tu vis aujourd'hui aide-t-il ou freine-t-il cette transformation ?» Lorsque tu réponds à cette question avec honnêteté, tu cesses de traiter ton énergie comme quelque chose de banal. Tu commences à la considérer pour ce qu'elle est réellement. Une ressource précieuse, qui détermine la direction de ta vie. Numéro 9, l'indifférence sélective. Il existe une erreur silencieuse qui vole l'énergie de nombreuses personnes sans qu'elles s'en rendent compte, réagir à tout. Une opinion sur les réseaux sociaux. Un commentaire au travail. Une information conçue pour provoquer l'indignation. Une comparaison qui surgit sans prévenir. Pris séparément, rien de tout cela ne semble important. Mais lorsque ton esprit réagit à tout comme si c'était urgent, quelque chose d'inévitable se produit, tu perds de l'énergie pour ce qui compte réellement. L'énergie émotionnelle qui pourrait être utilisée pour construire ta vie est consommée par des choses trop insignifiantes pour mériter une place dans ton esprit. Et c'est l'un des grands défis de notre époque. Nous vivons dans un environnement conçu pour provoquer des réactions. Les informations sont faites pour indigner. Les réseaux sociaux encouragent la comparaison. Et beaucoup de personnes testent tes limites par des critiques ou des provocations. Si tu réagis à tout cela, ton esprit ne se repose jamais. Mais il existe une capacité qui permet de briser ce cycle, et les stoïciens en parlaient déjà il y a plus de 2000 ans, l'indifférence sélective. L'indifférence sélective n'est ni de l'apathie ni de la froideur. C'est le choix conscient de ce qui mérite ton attention émotionnelle. Car il existe une vérité simple qui change tout, tout ne mérite pas ta réponse. Tout ne mérite pas ton indignation, ta préoccupation, ni même une place dans ton esprit. Épictète l'avait compris de manière radicale. Né esclave, sa vie dépendait des autres. Et pourtant, il a écrit une idée qui a traversé les siècles, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur elles. Ce qui te blesse réellement, ce n'est pas l'événement en lui-même, mais le poids émotionnel que tu choisis de lui donner. Une insulte, par exemple, n'a pas de force propre. Elle ne prend de la puissance que lorsque tu décides de la porter en toi. L'insulte d'un ignorant n'a que le poids que tu lui accordes. Comprendre cela, c'est retrouver ta liberté. Une liberté qui ne dépend pas de circonstances parfaites, mais uniquement de la manière dont tu choisis de réagir. C'est ici que naît l'habitude de l'indifférence sélective. Avant de réagir à quelque chose qui provoque une émotion forte, fais une pause et pose-toi ces questions. Cela mérite-t-il vraiment mon énergie? Est-ce que cela améliore ma vie? Ou suis-je simplement en train de réagir parce que j'ai été provoqué? Une simple pause peut transformer ta réponse. Avec honnêteté, tu commenceras à remarquer que la majorité des choses qui t'irritent ne méritent pas ton attention. Ce sont des distractions. Et lorsque tu cesses de réagir à ces distractions, ton esprit retrouve de l'espace pour penser plus clairement, agir avec plus de précision et construire quelque chose de plus grand. Marc Aurèle a vécu cela à un niveau extrême. Il gouvernait un immense empire et faisait face à des critiques constantes. Mais au lieu de gaspiller son énergie à répondre à chaque attaque, il écrivait « La meilleure réponse à une offense est de ne pas devenir semblable à celui qui l'a commise ». Il ne cherchait pas à gagner des disputes inutiles. Il continuait à agir selon ses valeurs. Imagine un instant l'impact de cette attitude dans ta vie. Combien d'heures d'inquiétude disparaîtraient si tu cessais de réagir à tout? Combien de paix reviendrait dans ton esprit si tu arrêtais de chercher l'approbation de personnes qui ne connaissent même pas ton histoire? L'indifférence sélective ne consiste pas à ignorer la vie. Elle consiste à protéger ton énergie pour ce qui construit réellement ta vie. Car la maturité émotionnelle ne consiste pas à bien réagir à tout. Elle consiste à savoir précisément à quoi ne pas réagir. Et lorsque tu apprends cela, tu cesses d'être emporté par le monde, et tu commences enfin à diriger ton propre esprit. Numéro 10, accueille l'adversité comme un maître.
Marc Aurèle a laissé une idée qui change complètement la manière de voir les problèmes, ce qui entrave l'action fait avancer l'action elle-même. Ce qui est sur le chemin devient le chemin. La question n'a jamais été de savoir si l'adversité allait arriver. Elle arrive pour tout le monde. Tôt ou tard, la vie place quelque chose sur ton chemin. Un projet qui échoue, une période difficile au travail, une relation qui se termine, ou un moment où tout semble plus lourd que prévu. Le point décisif n'est pas l'obstacle lui-même, mais l'attitude que tu adoptes lorsqu'il apparaît. Beaucoup de personnes s'effondrent émotionnellement. Elles passent des mois à revivre ce qui s'est passé, à se demander pourquoi cela leur arrive, à imaginer comment tout aurait pu être différent. Mais il existe une autre possibilité. Et c'est là que commence la mentalité stoïcienne. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?», pose une question bien plus puissante « Qu'est-ce que cela essaie de m'enseigner ?» Cela ne signifie pas romantiser la douleur. Les difficultés font mal. Mais ce qui change, c'est le rôle qu'elles jouent dans ta vie. Chaque adversité produit quelque chose en toi. La question est simple, va-t-elle produire de l'usure ou de la croissance ? C'est pour cela que les stoïciens insistaient sur l'entraînement de l'esprit avant l'arrivée des difficultés. Lorsque les épreuves surviennent, elles ne révèlent pas qui tu aimerais être, mais qui tu t'es entraîné à devenir. Il existe une métaphore ancienne qui l'explique parfaitement. Les muscles ne se développent que sous la résistance. L'or se purifie par le feu. Et le caractère humain ne mûrit qu'à travers la pression réelle. Sénèque résumait cette mentalité avec une clarté remarquable, « Je ne demande pas au Dieu d'être libéré des difficultés. Je demande seulement la force de les supporter. » Observe la différence. Ce n'est pas une demande de vie facile. C'est une demande de force pour grandir à travers la vie. Lorsque quelque chose de difficile survient, change la question. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?», demande « Qu'est-ce que cela peut construire en moi ?» Ce changement ne supprime pas la douleur, mais il transforme son rôle. Elle cesse d'être uniquement une souffrance pour devenir une matière première de croissance. Pense aux personnes les plus sages que tu connaisses. Elles ont rarement eu la vie la plus facile. Ce sont souvent celles qui ont traversé des pertes, des épreuves, des échecs et des moments difficiles. Mais elles n'ont pas été détruites par ces expériences. Elles ont été façonnées par elles. Peut-être que c'est exactement ce que la vie est en train de faire avec toi en ce moment. Rappelle-toi cette idée de Marc Aurèle, ce qui est sur le chemin n'empêche pas l'avancement, cela devient le chemin lui-même. Souvent, le moment le plus difficile de ta vie est précisément celui où tu commences à devenir plus fort que jamais. Ces 10 habitudes ne vont pas transformer ta vie en une semaine. Aucun changement réel ne fonctionne ainsi. Les transformations profondes commencent discrètement. Elles ne révèlent leur puissance que lorsque tu regardes en arrière et constates que tu ne réagis plus comme avant. Si tu pratiques ces idées chaque jour, quelque chose commence à changer. D'abord lentement, puis avec clarté. Tu réagis moins, et tu commences à répondre avec intention. Tu te préoccupes moins de ce que tu ne contrôles pas, et tu agis davantage sur ce qui dépend de toi. Tu te plains moins, tu apprends davantage des difficultés, et peu à peu tu cesses de dépendre des circonstances pour ressentir la paix. C'est ce type de vie qui t'attend. C'est cela, le changement proposé par le stoïcisme, non pas une vie sans douleur, mais une vie dans laquelle la douleur ne gouverne pas tes décisions. Une vie dans laquelle tu n'es pas défini par ce qui t'arrive, mais par la manière dont tu choisis d'y répondre. Le stoïcisme n'est pas né dans des temps idéaux. Il est apparu au milieu des crises, des guerres, des pertes et de l'instabilité. Il a été conçu pour fonctionner dans le monde réel. C'est pourquoi ses principes sont si directs. Distinguer ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas. Valoriser ce que tu as tant que tu l'as. Protéger tes pensées. Vivre dans le présent. Choisir soigneusement tes relations. Et affronter l'adversité avec dignité. Plus de 2000 ans de sagesse résumée en pratiques simples, que tu peux commencer dès aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de conditions parfaites. Tu n'as pas besoin de tout maîtriser. Tu n'as pas besoin d'attendre le bon moment. Tu as simplement besoin d'un peu de clarté, d'un peu de discipline, et d'un esprit prêt à évoluer. Cette sagesse n'est pas faite pour être seulement comprise. Elle est faite pour être appliquée. Si une idée de cette vidéo a du sens pour toi, partage-la avec quelqu'un qui a aussi besoin de l'entendre. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer, et merci d'avoir regardé cette vidéo.